Bonjour à tous et à toutes. Donc merci d'être présents pour cette table ronde, au cours de laquelle nous allons aborder le sujet de la blockchain, qu'on peut également parfois appeler registre distribué ou Distributed Ledger Technology en anglais. Alors, je vais me présenter rapidement. Moi, je suis Pierre Guérin, je travaille chez Investance Partners au sein de la practice retail et je suis notamment en charge du lab sur la blockchain. Alors, aujourd'hui, pour cette table ronde, on va avoir le plaisir d'avoir avec nous 5 intervenants. Andrea Toussino, qui est avec nous, qui est la directrice de la rédaction du magazine Point Banque. Franck Gueder, qui est responsable du pôle FinTech, Innovation et Compétitivité à l'AMF. Thibaut Verbier, qui est associé au sein du cabinet DS Avocats et notamment spécialiste des sujets blockchain. Thibaut Sahagian, qui est responsable de la relation client chez Stratum, donc qui est une FinTech qui développe des solutions essentiellement autour de la blockchain. Et Philippe Rodriguez, qui est Managing Partner au sein de Avolta Partners et qui accompagne notamment des startups dans les levées de fonds et des fusions et acquisitions. Alors, pour cette table ronde, moi je vais démarrer très rapidement avec une introduction. L'objectif, ça va être de donner quelques éléments sur la timeline de la blockchain, de son avènement en 2009 jusqu'à aujourd'hui, et quelques métriques qui permettront de comprendre un petit peu le potentiel disruptif de cette technologie. Et ensuite, nous passerons à la table ronde, pendant laquelle on va aborder 3 thèmes principaux. On abordera tout d'abord l'état des lieux réglementaires et législatifs. On passera ensuite sur les travaux sur le terrain et les initiatives de place qui ont été lancées. Et on terminera par un regard prospectif sur le futur, pour voir quel est le potentiel et ce qui reste encore à développer autour de cette technologie. Et nous finirons par une séance de questions-réponses rapide pour que vous puissiez poser vos questions. Alors, on peut considérer effectivement que le début de la blockchain en 2009, avec successivement sur la même année la première transaction Bitcoin et l'ouverture du marché Bitcoin. En 2013, ce qu'on peut noter, c'est qu'on a eu le premier ICO, donc ICO pour Initial Coin Offering, qui permet en fait à des entreprises de lever des fonds via l'émission de crypto-monnaies ou de tokens, et qui était donc pour Mastercoin, qui s'appelle désormais Omni, et qui est une plateforme d'échange d'assets et de devises. En 2014, alors on parlait de Bitcoin tout à l'heure, là c'est la plateforme Ethereum, donc qui est la seconde plateforme principale aujourd'hui de blockchain publique, qui gère essentiellement des smart contracts et les échanges de la devise de l'Ether, qui est liée justement à cette plateforme. Ensuite, ce qu'on peut voir, c'est que 2017, et je pense que c'est d'autant plus intéressant de se voir cette année sur ce sujet, c'est que c'est vraiment une année charnière dans le développement de cette technologie. On peut commencer déjà avec, effectivement, en janvier, le lancement de Digital Trade, qui était en fait un consortium de 7 banques qui se sont alliées à IBM pour l'objectif principal, c'est vraiment de développer le commerce international. Donc en fait, de ce consortium va naître des initiatives sur notamment le trade finance pour développer la blockchain sur ces technologies. En février 2017, fait important à noter, le Bitcoin a dépassé les 1000 $, ce qui paraît un petit peu anecdotique quand on regarde aujourd'hui que, alors à hier soir, on était à 8200 $. Donc on voit qu'il y a quand même eu déjà, rien que cette année, une forte évolution. Et je pense qu'un point à noter, c'est qu'effectivement, 2017, au-delà de l'année des initiatives de place et d'époque, c'est également l'année où les législateurs commencent à vraiment prendre en main ce sujet et à encadrer le sujet. On a eu cette année, en mars 2017, une première consultation du Trésor sur l'échange notamment des titres non cotés. Et plus récemment cette année, en octobre 2017, une consultation de l'AMF sur les ICO, donc sur l'encadrement des ICO. Et ça, je pense qu'on l'évoquera après avec Franck Gueder. Alors ensuite, avant d'aborder la table ronde, je voudrais juste vous parler et évoquer ensemble quelques métriques. La première chose qu'on peut voir, c'est effectivement, il y a une étude en 2017 qui a été réalisée. Et en fait, selon cette étude, on évoque jusqu'à 30% de réduction potentielle des coûts d'infrastructure pour le secteur bancaire et jusqu'à 8 milliards d'économies potentielles. Donc on voit qu'il y a un vrai potentiel disruptif par rapport à cette technologie dans le milieu bancaire. Ensuite, par rapport à la France, on voit que la France aujourd'hui se positionne clairement, alors on utilise beaucoup le terme de blockchain nation,
l'objectif, c'est vraiment que la France devienne un des acteurs majeurs de cette technologie. Aujourd'hui, on dénombre plus de 20 startups qui sont dédiées au sujet en France. Donc, ce qui montre vraiment l'intérêt et le marché qui se développe sur le territoire français. Très rapidement, sur les crypto-monnaies, bon, je l'ai évoqué tout à l'heure, on voit qu'on a eu une explosion effectivement des cours des crypto-monnaies. Je pense notamment par exemple à l'Ether, qui a connu une croissance à 4 chiffres entre 2016 et 2017. Même si, on l'évoquera aussi, mais c'est à relativiser par rapport à la volatilité qu'on a pu constater sur les cours. Donc ça, c'est un point à aborder. Ensuite, je parlais tout à l'heure d'ICO. Depuis le 1er janvier 2017, alors il y a 2 semaines, on était à 203 ICO qui ont été lancés, ce qui est quand même assez conséquent. Et je pense qu'un ICO qu'on peut citer, c'est celui de Filecoin, qui ont levé 200 millions de dollars en 60 minutes. Donc on voit que c'est un phénomène qui est grandissant, et d'où effectivement la nécessité d'encadrer ces phénomènes. Et avant de démarrer la table ronde, je voudrais juste finir sur un exemple concret. Donc BNP Paribas, dans le cadre du projet Cash Without Borders, en fait, a mis en place une blockchain pour permettre les virements transfrontaliers pour leurs clients. Et en fait, suite à ce POC, on a vu que le délai maximum de traitement d'un virement transfrontalier est passé de 2 jours à 2 heures. Et tout cela en conservant une partie du système legacy. Donc là encore, on voit qu'il y a vraiment un potentiel de disruption sur cette technologie, à la fois de savings pour les banques, mais également de créer de nouveaux business models et de la valeur ajoutée pour les clients. Donc, et je pense que c'est ça qui doit tirer la technologie. Donc voilà, ce que je vous propose, c'est de passer à la table ronde. Et donc, je vais laisser la parole à Andrea pour animer les débats. Merci Pierre pour cette introduction. Donc, comme Pierre l'a annoncé, je vous propose de passer à une analyse du sujet blockchain sous 3 angles. Un angle réglementaire, un angle enjeu terrain et un angle plus prospectif sur l'intégration de cette innovation dans le contexte de la banque et des services financiers de demain. Donc, je vous propose de passer tout de suite au thème 1, la réglementation, avec une première question introductive. Je me tourne vers Thibaut Sahaguian. Blockchain, registre distribué, quel éclairage sémiologique vous pourriez apporter sur cette terminologie ? Oui, c'est bon. Alors, éclairage sémiologique, on va essayer, mais ce qu'on observe chez Stratum quand on discute avec nos clients, c'est qu'on a comment dire, le terme blockchain est un terme relativement générique, pendant que le terme registre distribué est quelque chose qu'on observe plus dans la banque, dans la finance. Les assureurs, par exemple, ne vont pas du tout utiliser ce terme-là. Et donc je pense que l'idée, c'est de placer le focus sur une des caractéristiques majeures qui peuvent intéresser les services financiers, c'est ce côté de registre, justement, où on va pouvoir stocker la donnée de manière immuable. Une observation peut-être sur le fait qu'aujourd'hui, on parle de blockchain et de registre distribué, quand il n'y a pas si longtemps que ça, on parlait de Bitcoin. Donc là aussi, on sent une évolution dans l'utilisation de ces termes. Je pense que c'est à la fois une volonté des acteurs de différencier Bitcoin de la technologie sous-jacente et aussi une preuve de la maturité des entreprises qui commencent à mieux appréhender le sujet et justement eux-mêmes faire cette distinction entre les deux, entre la technologie, blockchain, et l'application, une des applications Bitcoin. Philippe Rodriguez, quelques mots à ajouter sur ce sujet ? Il a pratiquement tout dit, en fait. Donc, non, je pense que le glissement sémantique, il a eu lieu en 2015, en fait, sur Bitcoin, crypto-monnaie et blockchain. Il a été très net. C'était, je pense, au début de 2015. Et on a arrêté de parler soit de crypto-monnaie, de Bitcoin et de blockchain, parce que, effectivement, les acteurs et leurs conseils, les consultants, avaient besoin d'un nouveau terme pour pouvoir parler dans les industries qui étaient concernées par le sujet, de pouvoir parler de la technologie sans parler de la monnaie. Alors évidemment, toutes les présentations qu'on a eues en 2015, il n'y avait personne qui était capable d'expliquer blockchain sans parler de Bitcoin. Donc la réalité, c'est que le titre du slide, c'était blockchain, et quand on rentrait à l'intérieur, c'était une explication de comment ça fonctionnait Bitcoin. C'est encore un peu le cas, pour tout dire, hein, et on met toujours au défi quelqu'un d'expliquer vraiment blockchain sans utiliser Bitcoin ou Ethereum, c'est quand même un peu difficile. Au-delà du fait que c'est difficile, c'est que ça n'a peut-être pas de sens même.
Et ça n'a peut-être pas de sens parce que réellement, on voit que les applications ouvertes dans un ledger ouvert n'ont de sens que parce que derrière, en termes de sécurité, en termes d'ouverture, en termes même de philosophie de fonctionnement, on a besoin en fait d'un système qui, quelque part, véhicule quelque chose qui ressemble à une monnaie ou quelque chose qui correspond en fait à cette idée qu'il y a une valeur qui circule dans le réseau. Donc, sans en faire plus, c'est vrai qu'on a ce glissement et qu'on observe qu'en 2017, eh bien, les sujets de Bitcoin et de crypto-monnaie sont en train de revenir à l'ordre du jour parce qu'on se rend compte à quel point eh bien, ce ledger public, il a du sens en termes d'innovation et que les ledgers privés, finalement, n'ont pas eu le succès qu'on espérait en 2015. Merci. Oui. Je dirais juste un rapide commentaire. On voit que cette confusion elle est encore présente puisqu'on parle souvent d'ICO, donc Initial Coin Offerings, qui correspondra à une nouvelle monnaie qui est générée. Et dans le même temps, la plupart des ICO, si on utilise ce terme qu'on voit sur le marché aujourd'hui, on pourrait plutôt les appeler des token sale generation, plutôt token sales event, où on va générer un jeton qui n'a rien à voir avec une crypto-monnaie. Donc on sent quand même que cette confusion, elle existe dès qu'on commence à parler de monnaie, dès qu'on commence à parler d'actifs. Merci. Je me tourne vers vous, Thibaut Verbiste. Aujourd'hui, finalement, on a encore des interrogations sur la définition juridique de la blockchain. Quel éclairage vous pouvez nous apporter là-dessus ? C'est une discussion sémantique. Alors, le législateur il a du mal à traduire ça en termes juridiques. Aujourd'hui, on a deux tentatives de définition. Il y en a une qui se retrouve déjà dans la loi française, une ordonnance de décembre 2016 qui a transposé la 4e directive anti-blanchiment, qui définit de manière pas toujours très, très claire pour les néophytes la notion de plateforme d'échange de crypto-monnaies qui sont maintenant soumises à la réglementation anti-blanchiment. Donc c'était la première ébauche de réglementation. On a une deuxième tentative de définition par la Commission européenne de ce que c'est qu'une crypto-monnaie. Je ne vais pas vous donner la définition parce qu'elle est compliquée et je ne l'ai pas de mémoire. Et puis il y a une troisième, mais là ce n'est que qu'une fonction de la blockchain qui est celle de générer des actifs numériques qu'on appelle crypto-monnaie. Ce n'est pas encore la définition de la blockchain elle-même. Et là, on a une définition depuis déjà plus d'un an maintenant en droit français qui définit, alors on ne sait pas trop si c'est la blockchain en réalité qui est définie ici parce que la loi dit dispositif d'enregistrement partagé. Franck, vous confirmez que c'est bien l'expression légale, c'est dispositif d'enregistrement partagé. Alors, je ne pense pas que c'était volontaire de la part du législateur il y a un an d'utiliser le mot partagé plutôt que distribué, parce que vous entendrez partout dans la presse qu'on parle de distributed DLT ledger technology, distributed ledger technology. On parle d'une technologie distribuée et pas partagée, parce que sémantiquement, un informaticien vous dira que ce qui est partagé peut l'être à partir d'une base centrale, d'une base de données centrale. J'ai une base de données que je partage. On connaît ça depuis la nuit des temps de l'informatique. Ce n'est pas une blockchain. Donc il y a probablement là un peu une maladresse légale. Alors ce n'est pas une manière de fouetter le législateur. Le pauvre, il apprend, comme tout le monde. Et on peut avoir des discussions à l'infini sur la sémantique. Par exemple, un juriste, quand il entend qu'une ICO ne génère pas des crypto-monnaies, le juriste aura plutôt tendance à dire « pas sûr de ça ». Parce que, par exemple, sur le traitement fiscal, c'est pas pour vous reprendre que je dis ça, c'est pour la beauté du débat. Et c'est le traitement fiscal, c'est une vraie question. C'est l'Estonie, je reviens d'Estonie où il y a eu ce débat sur les ICO, le traitement fiscal des ICO. L'Estonie dit par exemple très clairement que tous les jetons générés dans le cas d'une ICO sont assimilés à une crypto-monnaie comme Bitcoin et donc non soumis à TVA. Parce que finalement, la plupart des jetons, donc quand vous faites une ICO, ce que vous vendez, peut-être simplement rappeler, que ce que vous vendez, ce que vous donnez aux investisseurs, entre guillemets, ce n'est pas des parts de société, ce n'est pas des titres de créance, c'est des jetons cryptographiques. Point d'interrogation sur ce que c'est. Mais dans la plupart des cas aujourd'hui, ou dans la majorité des cas, ces jetons, ces tokens, vont être une sorte de monnaie, quand même, qui sera utilisée pour payer des services dans le cadre d'un réseau limité, c'est-à-dire propre au service qui est offert. Donc ça a quand même la saveur du Bitcoin, mais dans un réseau limité.
Donc c'est de la sémantique, mais c'est une sémantique qui a forcément des conséquences juridiques. Et déjà en matière de fiscalité, on voit très concrètement qu'on a tendance plutôt à considérer que c'est quand même des crypto-monnaies. Franck Guyader, quelle est l'approche du régulateur sur ce sujet? Bonjour. Alors, on a bien vu qu'on ne pouvait pas donner une réponse à ce sujet. C'est un peu comme dire, tiens, si on parlait de l'informatique. Moi, ce qui m'inquiète toujours, c'est d'avoir une approche uniquement par la terminologie, par la définition, ce qui pourrait être l'approche, on va dire, historique de la régulation. Aujourd'hui, on essaie d'avoir une approche par le paradigme nouveau que crée en fait ces environnements technologiques, et une approche par les risques, évidemment, puisqu'on est bien payé pour s'inquiéter, nous les régulateurs. Donc, on essaie de sortir de ce schéma, d'aller chercher absolument à trouver un one size fits all pour définir ce qu'est la blockchain, ce que serait une DLT, ce que serait une crypto-monnaie, un crypto-actif, un actif numérique ou qu'importe. On essaie plutôt de regarder dans quelle mesure le régulateur peut apporter une réponse sécurisante à ces différents marchés que je pourrais développer après, et en même temps, puisque c'est désormais dans notre ADN, faire en sorte que la place parisienne se développe, notamment grâce à cette opportunité technologique. Puisque, et vous l'avez vu dans l'appellation de la division que je dirige, on est dans une démarche de compétitivité. Donc notre objectif, c'est d'examiner les différents projets qui existent et de voir comment est-ce que la régulation peut s'ajuster pour faire en sorte que ces économies nouvelles se développent, et également, bien entendu, que les personnes qui vont être clients de ces technologies soient bien encadrées. On voit 3 types de développement actuellement, et c'est pour ça que je parlais de paradigme, puisqu'en général, ces différents développements sont liés les uns avec les autres. On voit l'usage de blockchain ou DLT, qu'importe, pour différents types de plateformes technologiques de marché. Alors, soit ce sont des plateformes, des initiatives purement privées, d'établissements traditionnels, qui blockchainisent, on va dire, une partie de leur système d'information, qui tentent de le faire. Soit ce sont des consortiums, on a vu quelques exemples, plus ou moins réussis. Soit ce sont des initiatives ad hoc, des sociétés qui arrivent et qui pénètrent le marché avec des plateformes complètement nouvelles, basées sur des technologies disruptives. Ça, c'est le premier grand segment, pour lequel des tas de questions juridiques se posent. Le deuxième segment, c'est l'usage des jetons, des tokens, des actifs numériques en termes d'achat, d'investissement. Donc, est-ce qu'on peut investir directement ou pas dedans? Oui, on voit bien qu'il y a des portefeuilles qui existent aujourd'hui. Est-ce qu'on peut le faire de manière intermédiaire? Et c'est dans la presse aujourd'hui, la France est le premier pays en Europe à avoir permis à un fonds d'investissement d'investir dans du Bitcoin. Donc ça, c'est le deuxième grand segment, c'est l'investissement dans des tokens, dans des actifs numériques. Et puis le troisième, évidemment, c'est le financement d'entreprises, quelles qu'elles soient, par l'usage de ces technologies, et donc la fameuse appellation ICO, qui aujourd'hui fait l'objet de notre consultation, sur laquelle je pourrais revenir si vous le souhaitez. Tout à l'heure. Et du coup, quand on parle blockchain, on pense à une innovation transfrontière. Du coup, quel regard vous portez sur la supervision européenne et internationale de la blockchain, et comment est-ce que vous travaillez avec les organisations idoines sur ce sujet? Alors, on a une très grosse majorité de personnel à l'AMF qui travaille à l'international. Ça, c'est important de le rappeler. Ça veut dire qu'on est à peu près dans 180 groupes de travail internationaux en permanence, ce qui est énorme. Et évidemment, aujourd'hui, dans les priorités qui sont adressées par les groupes de travail internationaux, on a bien entendu la blockchain et les problèmes notamment de cybersécurité, de résilience, de scalabilité qui sont liés à ces technologies. Donc on échange avec à la fois nos homologues, mais aussi avec les organismes internationaux, que ce soit le FSB, l'OICV, la Banque mondiale, le FMI, l'ensemble évidemment des institutions supranationales qui se posent des questions en la matière. Le premier objectif, ça va certainement être celui de la sécurité informatique, et notamment de la cybersécurité, qui est un objectif large, qui en plus, encore une fois, ne peut pas être adressé au sens anglais sur un seul sujet, mais de manière globale. Il y a également des objectifs sur les ICO, qui, comme on l'a dit tout à l'heure, se sont accélérés depuis l'été dernier et posent un certain nombre de questions pour les acheteurs de tokens. On ne peut pas encore les appeler investisseurs en droit. Et puis, il y a évidemment des questions qui se posent sur le droit de propriété, la reconnaissance, la valeur probante des registres distribués, toutes les questions liées au droit à l'oubli, qui, selon les juridictions, sont des vraies questions liées à ces technologies. Et puis, bien sûr,
les problèmes de sécurité de ces plateformes. Donc globalement, toutes les autorités aujourd'hui travaillent sur le sujet. L'objectif, c'est au niveau international d'avoir des premières recommandations en matière de sécurité. Et après, au niveau des zones, au niveau de la Commission européenne et des autres zones dans le monde, on aura certainement soit des ajustements de textes existants, parce qu'il n'est pas forcément nécessaire de revoir l'ensemble de la réglementation. L'objectif n'est pas de créer forcément des textes ad hoc en silo qui ne répondraient pas à cette problématique, mais plutôt de voir dans quelle mesure ces activités peuvent se développer dans un état réglementaire adapté. Donc il y aura peut-être des ajustements de définition, peut-être des élargissements de définition. Personne n'est capable encore de dire aujourd'hui quelle sera la réponse réglementaire. Pour autant, beaucoup de consultations sur les différents segments que j'ai évoqués et une volonté en France d'insuffler des propositions, d'abord au niveau européen et bien sûr aussi au niveau international, pour qu'on puisse être pionnier comme on l'a été dans le domaine du crowdfunding, comme on l'est également dans le domaine de la blockchain, puisque la France est un des rares pays au monde à avoir commencé à légiférer sur le sujet de la blockchain, et c'est important de le souligner. Thibaut Verbiste, un complément sur ce sujet ? Merci. Je pense que c'est important de comprendre par rapport à ce débat européen qu'on est dans un phénomène de bulle dont on est en train tout doucement de sortir avec ces fameuses ICO, et que lorsqu'on en reparlera dans 2 ans, on aura certainement un discours très différent, parce qu'on aura un bilan de toute une série d'ICO qui auront probablement, pour la plupart d'entre elles, ou la majorité d'entre elles, se seront avérées entre-temps décevantes. Parce qu'il faut bien comprendre la chose suivante, c'est que la majorité, je ne dis pas la plupart, parce que les choses évoluent tout le temps, mais on va dire la majorité des ICO jusqu'à présent vendaient pas du vent, mais parfois ça s'en rapprochait un peu quand même. Disons les choses un peu comme elles sont, c'est-à-dire que quand vous vendez à un public des jetons en leur disant que c'est la monnaie entre guillemets ou le moyen de paiement d'une technologie qui n'existe pas encore, et que les gens y vont. Il faut suivre tout le raisonnement. Les gens y vont, pour la plupart, pas parce qu'ils sont intéressés dans le moyen de paiement, mais parce qu'ils ont lu partout qu'on pouvait faire des plus-values de 8000% avec Bitcoin, et qu'ils y vont donc à des fins spéculatives. C'est pour ça qu'ils y vont, soyons francs. Alors, c'est pour le débat, comme ça. C'est bien, si on n'est pas d'accord, c'est bien. Et ils y vont en achetant quelque chose qui n'a de valeur dans la logique que parce que des plateformes tierces sur lesquelles personne n'a de contrôle vont reprendre ces tokens, les lister comme on dit en mauvais français, leur donner une valeur en fonction du volume d'échange de l'offre et la demande. Donc forcément que dans les 250 ICO qui ont eu lieu plus ou moins, je crois, aujourd'hui, il va y en avoir toute une série qui ne vont pas rencontrer le marché secondaire que les investisseurs initiaux espéraient. C'est du bon sens, ce que je dis. Parce que ces tokens ne donnent que cette valeur-là quand il s'agit de leur valorisation. Ce qui m'amène à dire la chose suivante, parce que je suis un fervent partisan des ICO, mais de manière très large, c'est-à-dire l'utilisation de la technologie blockchain pour faire des levées de fonds et de la liquidité que les tokens procurent. Mais nous voyons déjà que dans les dossiers qui arrivent au cabinet, ceux qui sont les plus sérieux et qui tiennent la route, ce sont ceux qui se rapprochent en réalité de titres financiers. Je vais faire plaisir à mon superviseur, pas régulateur. Dites pas régulateur, il va être fâché. Superviseur, à côté de moi. Ce sont les ICO qui commencent à arriver, se rapprochent de plus en plus de vrais titres financiers. Exemple, tel fonds immobilier tokenise les revenus liés au fonds immobilier. Ce n'est plus une ICO telle que vous en avez entendu parler, avec un moyen de paiement qui est vendu, mais c'est une rentabilité qui est promise à de vrais investisseurs. Alors vous me direz, mais pourquoi pas simplement vendre des titres financiers ? Mais parce que les tokens, d'abord il y a la technologie elle-même permet une compliance intéressante, mais surtout la liquidité du token est différente de la liquidité de titres financiers, parce qu'il y a des lieux où s'échangent les tokens qui ne sont pas des lieux où s'échangent des titres financiers non cotés. Plus de liquidité. Voilà, à vous. Philippe Rodriguez, une réaction ? Ah ouais, je suis parti là, je suis à fond là. Sinon, ils vont s'ennuyer. Ouais, c'est sûr.
Alors, je ne suis pas du tout d'accord. Non, je plaisante. Non, je suis assez d'accord avec le constat, je ne suis pas d'accord avec l'analyse. Alors, le constat, est-ce que la plupart des ICO 200, la plupart vont mourir? Il suffit d'aller voir les résultats aujourd'hui. Pas mal d'ICO se comportent plutôt pas mal sur le marché aujourd'hui. Lorsqu'on regarde en fait sur la parité Bitcoin et sur une paire Bitcoin, ça se comporte plutôt pas mal. Parce que le Bitcoin a beaucoup évolué, donc on regarde les titres par rapport au Bitcoin, évidemment, mais si on regarde par rapport à une parité dollar, on est plutôt sur des choses qui se maintiennent pour pratiquement 20-30% d'entre elles aujourd'hui, ce qui est énorme, puisque tout le monde avait dit 4 jours après, ça s'écroulerait, ce qui n'est pas le cas. Là où je ne suis pas en désaccord sur l'analyse, c'est le sujet suivant. Moi, je ne pense pas qu'aujourd'hui, on ait simplement un réflexe financier concernant ces investissements. On est dans un domaine dans lequel les ICO, aujourd'hui, c'est comment on construit l'infrastructure dont la blockchain a besoin, en termes, de plateforme, des manquements qu'il y a à l'intérieur de la blockchain, en termes de plateforme technologique, les surcouches, les éditeurs de logiciels qui se sont tournés vers le capital risque pour créer ces layers au-dessus de la blockchain n'ont pas trouvé l'argent chez les venture capitalistes. D'accord ? Parfois pour de bonnes raisons. Ils ne l'ont pas trouvé. Et de l'autre côté, on a des détenteurs de crypto pour à peu près 170 milliards, l'équivalent de 170 milliards de dollars aujourd'hui, comptant les tokens, qui aujourd'hui disent nous sommes des believers, on croit en fait que ce truc-là il va continuer à exister et on veut financer, on a besoin de financer les autres couches. Donc oui, bien sûr qu'il y a forcément également une réaction qui est une réaction financière, mais il y a aussi une réaction qui consiste à dire je diversifie mon risque sur les détentions que j'ai et ensuite j'ai besoin de financer ces surcouches qui viennent au-dessus de la blockchain et des layers nécessaires. Je ne sais pas, je pense à par exemple RSK dans le domaine en fait des smart contracts dans Bitcoin. Créer en fait cette surcouche, c'est nécessaire à Bitcoin. On en a besoin dans le ledger Bitcoin d'avoir un système de smart contract qui fonctionne de façon aisée. On a Rootstock qui permet ça, RSK Labs. Leur ICO sera un succès parce que derrière, il y a une communauté suffisamment grande pour financer. Est-ce que ce sont des financiers? Zéro. Ils n'y comprennent rien. Ce n'est pas eux qui seront là-dedans. Les gens qui seront là-dedans, c'est les gens qui ont besoin de ça pour développer leur projet. Et c'est eux qu'on va trouver. Donc, on se retrouve dans un domaine dans lequel je ne suis pas d'accord non plus avec l'approche qui consiste à dire on a vendu des tokens contre du vent. Pourquoi ? Parce qu'on a pour la première fois un mode de financement qui permet de financer très en amont des projets très ambitieux et évidemment qui sont peu développés pour l'instant puisque l'idée c'est de les financer pour développer. Et donc on a la possibilité de faire ce que font la plupart des startups qui arrivent à se faire financer très tôt, souvent parce qu'elles ont un héritage auparavant et que des entrepreneurs qui ont déjà fait quelque chose et qui se financent très tôt avec juste un PowerPoint, ça existe tous les jours. Et ça va continuer à exister dans la blockchain. Tous ne seront pas financés. Le rapport qui existe en equity entre le seed, le financement d'amorçage, à une série D, il est de 3%. C'est-à-dire qu'il y a 97% de semi-échecs ou d'échecs dans ce process-là. Donc, si avec les ICO, on obtient mieux que 97%, c'est un énorme succès. Mais si on a 97%, c'est à parité avec l'equity. Donc, on a un système qu'il faut prendre en compte. Et ça, je pense que c'est important. Et le dernier point, c'est qu'on reçoit, comme vous, je pense à peu près un dossier d'ICO par jour. Aujourd'hui, on en a choisi d'en accompagner que 3, alors que depuis le mois de juillet, on en reçoit un par jour. Donc, je vous laisse faire le calcul sur le taux d'échec. Par contre, on n'a pas tout à fait la même lecture. Donc, nous, tout ce qui est ICO qui ressemble à du titre financier, on ne fait pas. On pense que c'est, pas intéressant. 2, la question qu'on se pose, c'est est-ce que le token, est-ce que la communauté, est-ce que la démarche qui est utilisée peut être faite différemment que par la blockchain? Si ça peut être fait différemment que par la blockchain, go to le système existant. Si ça apporte une valeur on ne peut pas construire sans un token, donc on a une communauté, on a de l'open source, on a une token économie, on est capable de comprendre l'usage du token, etc., etc. Si on est capable de raconter ça, alors ça commence à nous intéresser. Si en plus il y a une bonne équipe, si en plus il y a de la techno, s'il y a un peu de code qu'on peut auditer, ça nous intéresse un peu plus. Donc on a dû en recevoir à peu près une centaine d'ICO en France, et on en a choisi 3 pour donner un ordre d'idée. Excusez-moi, messieurs, mais le timekeeper m'indique qu'on a dépassé le timing sur ce sujet, donc on y reviendra un petit peu plus tard. Je vous propose
Voilà, je vous propose de passer à la suite pour que tout le monde puisse prendre la parole de façon équilibrée. Donc, le thème 2, quels travaux sur le terrain ? Donc, premier sujet, quand on observe le positionnement des entités financières, on a différents types d'approches. On a des approches individuelles, des travaux de place et des travaux de consortium. Thibaut Verbiste, comment vous analysez l'évolution du positionnement des banques sur la thématique blockchain ? C'est vraiment à moi de répondre à ça, oui. Bon, moi, je peux parler que de mon expérience. Je ne suis pas dans le secret nécessairement de tous les dieux, mais nous, on travaille surtout sur des problématiques de KYC. Donc, j'ai l'impression que ça reste quand même le sujet prioritaire des banques aujourd'hui. On entend dans la presse autre chose, comme le trade finance ou l'interbancarité à travers la blockchain qui serait utilisée pour remplacer SWIFT. Mais on est toujours un peu dans la même logique en réalité du partage, de la mutualisation de coûts entre banques, parce que la technologie, et là on est loin de la crypto-monnaie, parce que c'est la technologie dans ce qu'elle a, dans son caractère distribué ici, qui est intéressante. Les banques s'en sont saisies déjà il y a peut-être 2-3 ans, certainement. Et aujourd'hui, on commence à voir arriver des projets assez matures. Et l'année 2018 sera vraiment une année de déploiement d'une interbancarité sur blockchain, pour utiliser une image, à commencer par des vraies plateformes d'échange de KYC. Alors ça, c'est vraiment un enjeu prioritaire pour les banques, parce on le sait bien depuis déjà longtemps, que toutes les obligations qui ont été aggravées depuis la dernière crise financière, les obligations en termes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, la 4e directive, plus d'autres obligations de Bâle qui pèsent sur les banques, font que ça coûte très très cher aux banques de respecter cette réglementation, qui est une chose trappe abominable pour les banquiers en termes de responsabilité, et que la blockchain est vraiment très pertinente pour à la fois réduire les coûts et apporter une conformité, une compliance quasiment en temps réel, avec, on l'espère, à terme, une définition de la relation avec le superviseur qui pourrait être différente. Ce qu'on espère, c'est qu'à terme, le superviseur puisse être un des nœuds en fait, de ces blockchains. C'est aussi une discussion qu'on a avec la Commission européenne, d'ailleurs, parce que finalement, c'est intéressant pour le superviseur d'avoir une sorte de vue en live de tout ce qui se passe dans ces relations interbancaires. On parle de KYC ici, grâce à cette technologie. C'est vraiment comme si on lui donnait une fenêtre qui lui permet de voir en temps réel tout ce qui se passe. Donc ça a vraiment beaucoup de vertus en termes de compliance, en termes de réduction des coûts et en termes de partage ou de réduction, de diminution des sources de responsabilité pour les banques. Thibaut Sahaguian, je me tourne vers vous pour vous interroger sur les potentialités de la blockchain dans le domaine de l'assurance. Alors, peut-être petit rappel sur ce que fait Stratum. Stratum, c'est un éditeur de logiciels qui permet aux entreprises de déployer des réseaux blockchain. Et ces réseaux, en fait, ils les aident à sécuriser leur échange de données sensibles avec leurs partenaires, avec leurs consommateurs ou avec leurs régulateurs. Et nous, on considère d'ailleurs que le régulateur, finalement, c'est notre super client. Donc, on adorerait qu'il ait un accès à une blockchain. En tout cas, un accès de lecture. Sur une blockchain privée, j'aurais dû préciser. Effectivement, sur une blockchain privée. Donc on reviendra peut-être sur le distinguo blockchain privée et blockchain publique. C'est vrai que Stratum travaille plutôt sur des blockchains privées qui, pour un certain nombre de cas d'usage, correspondent mieux aux besoins de confidentialité des entreprises. Donc ça, c'est la première chose. On a utilisé cette technologie dans le cadre des assureurs et on va appliquer cette plateforme dans le secteur de la banque ensuite, donc on pourra y revenir. On a travaillé sur les résiliations de la loi Hamon. Donc la loi Hamon, en fait, ça impose à un assureur de prendre en charge les démarches de résiliation d'un assuré qui compte ouvrir une nouvelle police d'assurance chez un de ses concurrents. Donc aujourd'hui, on fonctionne sur du courrier, enfin des lettres recommandées postales. C'est long, c'est cher. On travaille aussi avec des lettres recommandées électroniques par des prestataires comme Darva ou autres. Et donc on avait besoin d'une solution qui permette d'accélérer ces échanges d'informations clients pour ce processus de résiliation. On avait une deuxième contrainte qui était celle de, comme on allait connecter l'ensemble des partenaires sur le même réseau, on avait besoin de faire en sorte que Allianz ne puisse pas voir que AXA perdait des clients, par exemple. Donc on avait besoin vraiment
dresser des murs autour des communications bilatérales des assureurs. Puis la dernière contrainte, il fallait que ce soit un modèle, il fallait que ça ait un modèle économique viable. Donc, en l'occurrence, une alternative moins coûteuse que les solutions existantes. Donc ça, c'est ce qu'on a construit. 14 assureurs avec la Fédération française de l'assurance. Voilà. Et aujourd'hui, on compte faire le même genre de projet avec la loi Macron, donc pour la mobilité bancaire. Et donc on commence à discuter avec un certain nombre de banques de détail pour justement les aider à automatiser ces processus d'échange de données, puis surtout, on le disait tout à l'heure, c'est une technologie d'audit aussi, la blockchain. Donc pouvoir montrer aux régulateurs qu'on a bien respecté le cadre réglementaire en vigueur, qu'on a bien fait en sorte de transférer ces comptes. Franck Guyader, une réaction sur ce sujet? Bah oui, je suis bouillant parce que Thibaut, il lance des boulets et moi, je veux pas être juste le terrain qui les reçoit. J'aimerais bien éteindre la mèche, même si je sais que c'est difficile avec lui. Alors, on n'est pas que superviseur, d'ailleurs, on est régulateur, hein, ça ne vous a pas échappé, on a un règlement général qu'on écrit. Voilà. L'ACPR est un superviseur et nous sommes régulateurs également. Et pourquoi je le dis? Parce qu'on est dans une logique de réglementation, bien sûr, mais aussi de plus en plus dans une logique de bonne pratique et d'accompagnement. Ça veut dire que les réponses qu'on va apporter dans le domaine de l'innovation, et je m'y efforce au quotidien, ne sont pas forcément d'aller vers du droit dur, mais d'aller en premier lieu vers de l'accompagnement, c'est-à-dire vers rien du tout, parce que parfois, finalement, il n'y a pas besoin de réglementer ce qui n'a pas besoin de l'être. Et dans certains cas, c'est quand on est dans une logique B2B et qu'on n'est pas un acteur qui doit être supervisé, on n'impose pas de règles, il faut quand même le rappeler. Et il y a parfois des problèmes de perception là-dessus. La deuxième, c'est qu'il y a besoin parfois d'émettre des bonnes pratiques parce que forcément la réglementation qui s'applique à ces domaines-là est multiple parce qu'elle vient de réglementations qui n'ont pas été écrites pour. Donc on accompagne au quotidien. On a vu plus de 200 entreprises en un an. Et parmi ces 200 entreprises, aujourd'hui, on parle tous les jours de blockchain. Donc on est passé du slideshow en 2016, au POC en 2017, et maintenant, en fin d'année, on nous parle de tests qui vont démarrer en 2018. Donc le régulateur ou le superviseur, qu'importe, je crois, s'est mis sur le sujet immédiatement. Deuxième point, on est technology neutral, c'est-à-dire que notre objectif, c'est pas de choisir une technologie plutôt qu'une autre. Donc c'est pas de prendre position sur une blockchain ouverte, une blockchain privée, fermée, qu'importe. C'est pas non plus de dire que être Ethereum-based, c'est mieux que d'avoir une blockchain propriétaire. Donc là-dessus, on est également très ouvert. Troisième point, je réagis sur ce que Thibaut a dit tout à l'heure sur les ICO. Je suis pas d'accord avec le fait qu'il fasse absolument réfléchir par analogie. C'est pour ça que j'ai parlé de paradigme. Je crois que le régulateur ou le superviseur a compris très vite que face à cet environnement disruptif, qui est la seule disruption qu'on observe aujourd'hui dans le domaine de l'innovation, dans le domaine des fintech notamment, il fallait surtout pas, justement, faire l'erreur de réfléchir uniquement par analogie. Donc on fait un exercice d'analyse à droit positif, c'est le cas de notre consultation. On regarde est-ce que la réglementation actuelle répond ou pas à ces problématiques. Dans certains cas, oui. Dans certains cas, non. Donc quand ce n'est pas le cas, on ne va pas réfléchir par analogie. On va justement regarder si les différentes formes de tokens dont on parle peuvent avoir des réponses différentes. Et je ne suis pas d'accord aujourd'hui avec le fait que les observations qu'on a, on reçoit également beaucoup de projets ICO, je ne suis pas d'accord avec le fait de dire que ce sont des equity-like ou quelque chose comme ça. C'est pas vrai. Il faut admettre, oui, mais moi je l'ai compris comme ça. Il faut admettre qu'on est face à une token économie effectivement qui se développe, dans certains cas qui souhaitent juste fonctionner en autarcie avec des droits d'usage, point barre, sans droit de propriété. Dans certains cas, on est effectivement beaucoup plus proche d'une levée de fonds classique, mais il y a différents cas d'usage qui se posent. Et enfin, pour répondre à la question des nœuds d'accès, il y a des questions de moyens et on va dire de déficience de ces technologies. Il faut quand même le dire, je ne suis pas le meilleur spécialiste ici pour en parler, mais on est quand même au début en termes de maturité de ces technologies. Certainement que dans 5 ans, on sera très très loin on va dire, des problèmes de scalabilité qu'on voit aujourd'hui. Pour autant, je ne suis pas capable de dire s'il neigera à Noël, mais globalement, on est face à soit des technologies internes. Donc, lorsque la blockchain est complètement internalisée, on va dire, au business model de l'activité, ce qui veut dire que dans ce cadre-là, avoir un accès à cette technologie interne de la société, ça peut avoir du sens. Mais dans d'autres cas, on est dans des cas d'externalisation technologique. Donc, on a des questions d'externalisation qui se posent, c'est-à-dire que quand, alors j'aime pas ce mot, mais quand on parle de gestionnaire DLT, qui est assez antinomique, je suis d'accord, mais on en parle quand même, c'est-à-dire quand la société qui développe de la blockchain se positionne uniquement comme un provider, en bon français, de services d'information ou de technologie, qu'importe,
à ce moment-là, elle est logée à la même enseigne que n'importe quelle société technologique qui travaille avec la société qui, elle, est supervisée. Donc on a deux cas de figure. On a celui où la blockchain fait partie du business model et du coup, tout comme pour les reporting qu'on reçoit déjà, ça aurait peut-être du sens effectivement de plugger le régulateur à ces nœuds d'accès. Mais dans un autre cas, on peut tout à fait considérer qu'on est dans une logique d'externalisation de systèmes d'information et à ce moment-là, eh bien, la société supervisée devra reporter ces données auprès de nous de manière normale et après, qu'importe la manière dont elle travaille avec ses prestataires, il faut juste qu'elle s'assure qu'elle répond à la réglementation. Voilà. Donc, encore une fois, le mot plus important pour nous, c'est de dire qu'il n'y a pas une réponse globale pour l'ensemble de cet écosystème. On est vraiment dans une analyse au cas par cas et on est extrêmement vigilant justement sur les prises de position trop fermes et définitives qui pourraient être prises. Alors vous avez beaucoup... Oui, vous voulez réagir? Je ne peux pas m'empêcher de réagir, Franck, évidemment. Franck n'aime pas les boulets. N'aime pas les boulets. Ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Pour la clarté du propos, simplement pour la clarté du propos, il est évident que lorsque vous vendez des tokens qui n'offrent aucun droit sur la rentabilité d'une entreprise ou qui ne représentent pas un titre de créance, très compliqué de l'assimiler à un titre financier. On est bien d'accord avec ça. Et moi-même, j'accompagne des ICO qui sont dans ce cas de figure. Et donc, je ne vais certainement pas dire le contraire. D'ailleurs, dernièrement, on a soumis à l'AMF une ICO où c'était exactement ainsi et on attendait de l'AMF qu'elle nous confirme que ce n'était pas un titre financier. Donc on est bien d'accord avec ça. Ce que j'ai voulu dire pour la clarté du propos, c'est qu'on se focalise aujourd'hui beaucoup sur des ICO qui ont des modèles économiques qui sont loin d'être confirmés. Et que dans la pratique, parce qu'on vend quelque chose qui n'offre pas de rentabilité intrinsèque. Elle est liée à c'est comme des moyens de paiement, c'est comme l'euro par rapport au dollar, finalement. Il faut que la monnaie elle-même prenne de la valeur sur des plateformes d'échange. Et c'est un grand point d'interrogation dans les 12 mois ou les 24 mois qui viennent, de savoir comment ce marché va évoluer. Donc je dis simplement prudence. Et qu'en même temps, on voit arriver, c'est pas moi qui l'invente, c'est comme ça que le marché est en train de réagir, on voit arriver d'autres types d'ICO. Et qui se rapprochent, elles, effectivement, de titres financiers. Ce n'est pas une manière de dire que les ICO tels qu'on les connaît sont des titres financiers. Dans la plupart des cas, ce ne sera pas des titres financiers. Mais on voit arriver, parce qu'évidemment, tout le monde s'intéresse à ce phénomène, on voit arriver des projets, et je ne peux pas vous rentrer dans les détails à ce stade, mais c'est dans l'énergie, c'est dans l'immobilier, c'est dans le droit d'auteur. On voit arriver des ICO où le token est bien lié à une rentabilité d'une entreprise. À partir de ce moment-là, on est évidemment dans un cas de figure très proche du titre financier. Nous ne savons pas autour de cette table, on va être un tout petit peu humble, ce n'est pas nécessairement le cas dans des tables rondes, d'avouer son ignorance, mais avouons simplement notre ignorance. On se reverra dans 2 ans et on verra comment le marché s'est structuré. Est-ce qu'on va continuer à avoir des ICO qui vendent des moyens de paiement ou est-ce qu'on verra des ICO parmi celles qui réussissent qui vendent quelque chose qui, en réalité, se rapproche plus d'un titre financier. On verra bien. Une dernière question sur ce thème 2. Thibaut Saguian, on a beaucoup parlé des ICO, il y a aussi les smart contracts, il y a également le commerce international avec des initiatives du type Société Générale. Quelles autres potentialités technologiques vous identifiez sur le sujet blockchain et est-ce qu'il existe encore aujourd'hui des freins ou des obstacles sur tout l'aspect technique ? Alors, des obstacles, oui, il y en a beaucoup, presque autant que les potentialités. Alors déjà, peut-être pour commencer par les potentialités, on n'a pas évoqué tous les cas de traçabilité des processus industriels, notamment, ce qui peut intéresser les banques pour les logiques de trade finance, par exemple, que vous devez suivre, financer un actif réel. Donc là, vous avez quelque chose à faire pour savoir exactement qui fait quoi à quel moment. Et la blockchain, en tant que registre d'audit, peut servir à ce cas d'usage-là. Je dirais que ça cause finalement un des gros problèmes de la blockchain aujourd'hui, c'est le lien entre physique et le lien entre le digital, le numérique. La blockchain, c'est pas quelque chose qui va garantir la qualité de la donnée. Ou alors, présenté différemment, c'est pas une technologie qui va vous permettre de vous assurer que la donnée qui a été enregistrée au début, elle est de qualité. C'est juste un moyen, une technologie qui va vous permettre de prouver à un partenaire en bout de chaîne, par exemple, ou un autre utilisateur, que la donnée que vous lui avez transférée, vous ne l'avez pas altérée.
Donc ça, c'est un des premiers challenges. Comment est-ce qu'on fait pour s'assurer que la donnée, elle est bien de bonne qualité? Donc peut-être que ça nécessite de continuer de faire appel, dans le cas de réseaux d'entreprise, à un certificateur comme Bureau Veritas, ou à l'utilisation de standards. Un des deuxièmes challenges, ça va être la gouvernance. Donc la gouvernance, peut-être que Philippe pourra intervenir sur la blockchain publique, mais sur la blockchain privée, c'est un vrai problème aussi. Qui accepte de payer pour mettre en place une solution blockchain? Puisque c'est une technologie de partenariat. Comment est-ce qu'on répartit la charge des coûts? Qui est à l'initiative de la blockchain? Comment est-ce qu'on répartit les droits d'accès? Tout ça, c'est des processus qui sont extrêmement longs à mettre en place. Et c'est là où je réagis aux commentaires de Franck tout à l'heure sur la maturité de la technologie. C'est une technologie qui fonctionne très bien avec Bitcoin depuis 9 ans, finalement. Parce que tous les hacks qu'on a vus, ce pas des hacks qui sont liés à la technologie. C'est des hacks qui sont liés aux applications qui utilisent cette technologie. C'est un petit peu différent. Et donc le vrai problème aujourd'hui de la blockchain, c'est comment on fait pour que les gens soient d'accord pour l'utiliser, comment on fait pour que les gens utilisent les mêmes standards de données et acceptent de travailler ensemble. Il est là l'obstacle aujourd'hui. Et alors peut-être un dernier obstacle, c'est qu'on a tendance à penser que la blockchain c'est un instrument magique, qu'on peut tout faire avec. En fait ça demande quand même beaucoup de logiciels, d'applications, et c'est aussi pour ça que beaucoup d'entreprises utilisent ces ICO pour se financer. La blockchain, c'est un protocole. C'est un peu comme si vous essayiez d'expliquer en 95 le protocole derrière Internet. Personne ne savait expliquer ce qu'étaient ces protocoles. Aujourd'hui, on essaye d'expliquer la blockchain comme si c'était finalement quelque chose de très simple, alors que c'est de l'architecture informatique. Donc on a besoin de ces applications, on a besoin de ces couches intermédiaires dont Philippe parlait tout à l'heure, pour pouvoir construire des véritables projets d'entreprise, des véritables projets même B2C, sur des blockchains publiques comme Bitcoin ou Ethereum. Merci messieurs. Je vous propose de passer tout de suite au dernier thème, donc le regard prospectif. Donc une première question, plutôt présentation d'un cadre. Donc on peut aujourd'hui supposer que finalement la blockchain va s'insérer très naturellement dans une banque de demain axée sur le transfrontière et la dématérialisation. Comment vous identifiez cette évolution, Franck Guyader ? Je ne savais pas que cette question était pour moi. Alors, attends, je la relis, la question, du coup, parce que vous m'avez surpris. Je m'attendais à répondre à la deuxième. Comment j'analyse l'évolution de la blockchain en termes de dématérialisation? C'est ça, la question? Alors, déjà, on constate que, j'en parlais tout à l'heure, on a des difficultés, enfin, pas des difficultés, mais en tout cas, on se pose des questions sur l'externalisation et les nouvelles chaînes entre guillemets d'intermédiaires. Là aussi, c'est un peu antinomique avec la philosophie blockchain, mais on constate quand même qu'on a de nouvelles chaînes d'intermédiaires qui se créent, avec, on va dire plutôt des partenaires, par exemple d'un émetteur ICO qui va avoir besoin de travailler avec un écosystème, et ces partenaires peuvent se trouver dans différentes juridictions, et du coup poser des questions réglementaires, juridiques, et des questions également de chaîne de responsabilité. Donc ça, c'est une vraie problématique actuelle, c'est-à-dire que l'objectif, par exemple, actuellement de l'AMF, c'est de permettre aux sociétés qui passent par Paris ou qui sont à Paris d'être de mieux en mieux connectées aux autres places, en travaillant avec des modèles de délégation, d'externalisation, de ne pas forcément vouloir domicilier absolument toujours tout à Paris, mais d'être dans une logique, on va dire, internationale. Et du coup, dans cette logique-là, où on peut envisager que des sièges s'installent à Paris, et qu'ils travaillent avec d'autres partenaires à l'étranger, les questions transfrontalières et les questions de territorialité et de responsabilité se posent. Donc ça, c'est un premier sujet. Et le deuxième sujet qui nous semble important pour demain, c'est de savoir qui va trouver, alors c'est un sujet qui est peut-être moins réglementaire qu'économique, mais on le regarde quand même, qui va trouver, entre guillemets, le langage ou le protocole qui sera dominant demain. C'est une vraie question qu'on se pose, et c'est une des raisons pour laquelle je crois qu'on essaye d'être bienveillant à l'égard de ces développements, pour faire en sorte que la place se fédère le plus possible, et qu'on puisse permettre, en tout cas, on va dire, à la créativité de s'exprimer dans un cadre sécurisé, bien sûr, mais pour que les langages ou le langage qui sera dominant demain ne viennent pas forcément d'ailleurs, mais puissent, pourquoi pas, également être construits ou co-construits
en France et ou en Europe. Voilà. Et c'est un sujet du coup sur lequel on travaille aussi dans une démarche européenne. On va être, je crois, très impliqué au niveau de la Commission européenne et du Parlement européen pour que cette logique-là, elle puisse permettre à des acteurs, notamment français, de pouvoir se développer rapidement, obtenir des moyens de financement rapides. Il y a des vraies questions de financement derrière, et que les réponses réglementaires qui pourraient freiner leur développement soient vite levées pour que des acteurs français et européens deviennent vite gros et puissent éventuellement trouver les solutions qui permettront de répondre, alors peut-être pas aux questions de maturité, je me suis peut-être mal exprimé, mais en tout cas faire évoluer cette technologie dans le bon sens et pas forcément subir un langage et ou un protocole qui viendrait d'ailleurs. Et quand on pense à la dématérialisation, c'est vrai qu'on a tendance à penser spontanément à la banque des particuliers, mais il y a un gros potentiel sur les professionnels et les entreprises en termes de passage à des outils plus électroniques. Quelles sont les potentialités de la blockchain pour le financement des professionnels et des entreprises, Philippe Rodriguez? Alors je crois on a déjà abordé un peu le sujet avec les ICO tout à l'heure, mais on a plutôt évoqué le sujet des entreprises de la blockchain qui participent à cette révolution blockchain et qui vont rajouter des layers au-dessus du protocole. Et beaucoup des ICO sont aujourd'hui concentrés sur ce sujet-là de façon assez verticale ou sur des layers horizontales pour apporter des fonctions qui manquent dans la blockchain et qui sont nécessaires. J'imagine que la question là porte plutôt sur les professionnels et les entreprises en général et pas forcément la communauté blockchain. Mon propos de tout à l'heure était de dire la communauté de blockchain trouve avec les ICO le financement qu'elle n'a pas trouvé avec les venture capitalistes. Et là, pour les entreprises et les professionnels, je pense que ça va prendre du temps. Je pense que ça va prendre du temps pour que les ICO, la blockchain puisse être un moyen de financement raisonnable, un moyen de financement approprié à le financement un peu traditionnel d'une entreprise dans ses besoins. Donc avant qu'une boulangerie utilise une ICO pour financer son nouveau four à pain, je pense que ça va prendre un petit peu de temps. Et que probablement ça va arriver plus tôt avec les nouveaux services qui sont offerts par des entreprises basées sur la blockchain qui sont en train d'offrir ces services au grand public, aux entreprises et aux professionnels. Et c'est évidemment l'enjeu de cette révolution qui est, une fois que l'on a un protocole, c'est ce qui est arrivé avec l'Internet, c'est ce qui arrive avec le web, c'est ce qui arrive avec le mail, le vrai enjeu, c'est l'enjeu de comment on rajoute la couche de service qui est nécessaire. C'est cette révolution qui est en cours. Je l'ai écrit dans un bouquin qui s'appelle Révolution blockchain, 19 € à la FNAC. Page publicité. J'espère qu'on le voyait bien en vidéo. Voilà, très bien. Ça, c'est pour les gens qui n'étaient pas dans la salle. Ah ben, il faut faire ça. Hein, en 2017, il faut faire sa pub soi-même, hein, parce que si on compte sur l'éditeur... Excusez-moi, je vous demanderai juste de conclure, parce qu'on a dépassé le timing. Je suis désolée. Alors, je voulais vous lire un chapitre, donc on ne va pas le faire aujourd'hui. Et donc, il y a un peu de temps là pour les ICO, à mon avis, pour les professionnels et les entreprises. Alors, messieurs, je suis désolée, on a dépassé le timing, donc je vais conserver quelques minutes pour les questions de la salle. Merci à tous les quatre. Est-ce que vous avez des questions pour l'un de nos orateurs? Oui, madame? Oui, je m'intéressais à l'utilisation de la blockchain pour les plateformes de crowdfunding. Je ne sais pas si vous avez... L'utilisation de la blockchain pour des plateformes de crowdfunding. L'ICO remplace les plateformes de crowdfunding, hein, faisons simple. Hein. La plupart des plateformes de crowdfunding un peu sérieuses sont en train de passer sur les ICO. C'est le cas d'AngelList avec leur nouveau projet sur les ICO. C'est le cas c'est le cas de Smart Angels en un sens. C'est le cas de Square j'ai oublié leur nom, donc je ne vais pas dire de bêtises. Donc la plupart sont en train de migrer là-dessus, puisque les ICO représentent un système de crowdfunding et en un sens quelque chose qui peut ressembler à la crowd equity sans que ça soit de l'equity. Et on va laisser la place à une dernière question. Est-ce que quelqu'un avait une question ? Alors moi, ce n'est pas forcément une question, c'est une demande d'aide. Comment, dans une entreprise qui se veut socialement responsable, je peux, dans le contexte actuel de dépenses énergétiques des blockchains, dire que j'y vais?
réponse très simple. Utiliser une blockchain privée. Parce que ce qui consomme de... Voilà. Ce qui consomme de l'énergie aujourd'hui, c'est le proof of stake. En fait, de manière très simple, c'est un protocole qui permet de confirmer qu'il n'y a pas un élément malin. Est-ce que ça dit en français, ça? Malin? Oui. Pas un élément malin qui va essayer de corrompre le système. Malicieux. Sûrement malicieux. Si vous êtes dans un système, dans une blockchain privée avec des partenaires connus, vous savez très bien que, si vous voulez, il y a comment dire, vous connaissez vos partenaires, vous savez très bien que s'il y a un problème, vous serez capable, grâce à la blockchain, de savoir d'où ça vient. Et là, vous n'avez pas besoin de cette vérification qui est extrêmement coûteuse d'un point de vue énergétique. Je pense qu'on va conclure là-dessus. Merci à tous pour votre participation. Et alors, je vous invite, vous avez 5 minutes et je vous invite après à nous rejoindre pour la table ronde sur la robotique qui aura lieu donc, oui, dans 5 minutes. Merci à vous.